Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir ce qu'est la liaison hydrogène, comment expliquer certaines observations et ne plus voir la frontière entre la physique et la chimie. La liaison hydrogène est utilisée pour expliquer certains phénomènes. Des phénomènes que l'on peut voir dans la vie de tous les jours, par exemple la glace, comment ça se fait qu'elle est plus volumineuse que l'eau à l'état liquide. Ensuite, vous avez aussi ce cas que vous pouvez rencontrer, mais là par contre seulement au laboratoire, c'est-à-dire quand on mélange de l'eau avec de l'éthanol. Bon, c'est de l'eau et l'alcool. Mais si vous rajoutez 20 ml d'eau avec 20 ml d'éthanol, ça ne fait pas 40. La définition, c'est quoi une liaison hydrogène? Une liaison hydrogène est formée par un atome d'hydrogène placé entre deux atomes A et B très électronégatifs. Donc vous avez A, liaison H, des petits pointillés qui représentent la liaison hydrogène, et B, un autre atome électronégatif. Ça peut être aussi la même chose que A, si vous pouvez très bien avoir un atome d'oxygène, encore un atome d'oxygène. Les atomes principalement concernés sont les atomes de fluor, d'oxygène et d'azote. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot électronégativité et le mot doublet non liant? Donc là, rappelez-vous, on a vu que, même au collège, vous avez vu qu'un élément, on l'écrit sous la forme X, A et Z. X représentant le symbole de l'élément, A c'est le nombre de masses ou le nombre de nucléons, et Z le nombre de protons. Donc prenons par exemple l'hydrogène, il a 1 et 1 pour A et Z. On va le représenter sous la forme X avec un seul point parce qu'il n'a qu'un électron sur sa couche externe. La deuxième colonne, il y a 2 électrons, donc on fait un X avec 2 points. Bon, au milieu, c'est les métaux de transition où ils sont hors programme. Maintenant, la colonne 3, avec donc 3 électrons. La colonne 4, avec 4 électrons. La colonne 5, avec 5 électrons. Mais attention, regardez, on met 2 points. Ces 2 points, on les transforme en traits. Et ça s'appelle un doublet non liant. Idem pour la colonne 6, donc 6 électrons. Il va y avoir donc la formation de 2 couples qu'on appelle donc un doublet non liant. Donc l'atome d'oxygène et toute la colonne, 2 doublets non liants. Et la colonne d'après, 7 électrons, donc 1, 2, 3, 4. Et 5, 6, 7, 3 doublets non liants. La dernière colonne, donc ça c'est les gaz rares ou gaz inertes, parce que vous avez 8 électrons à mettre. Donc 1, 2, 3, 4. Et après on rajoute 5, 6, 7 et 8. Du coup, 4 doublets non liants, aucune possibilité d'avoir une liaison. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut encore en déduire de la classification périodique? Tous ceux qui sont dans la première colonne n'ont qu'un électron qui va avoir tendance à perdre, d'où Na+, on aura Li+, et K+. Deuxième colonne, pareil, ils vont perdre ces 2 électrons pour respecter la règle du duet ou de l'octet. Donc Mg2+, Ca2+. Et pour la colonne des halogènes, ils en ont 7, il manque plus qu'un électron pour saturer cette couche. Du coup, quand ils vont faire une liaison, ça sera pour aussi perdre ils gagnent cet électron, ça fera F-, Cl-, et Br- et I-. Utilisons l'application Merck-TPE pour voir quelle est ce qu'on appelle cette électronégativité. Donc c'est cette capacité qu'a un atome à attirer plus ou moins les électrons. Donc ici, pour l'atome d'hydrogène, c'est 2,20. On parle d'électronégativité de Pauling. J'en profite pour vous montrer la configuration électronique de l'hydrogène 1s1, en respectant la règle de Kleczkowski. Maintenant, regardons l'électronégativité de l'atome d'oxygène. Électronégativité de Pauling, parce que c'est M. Pauling qui a travaillé dessus, 3,44, c'est beaucoup plus élevé que le 2,20 de l'hydrogène. Et l'atome de fluor, 3,98 au niveau de l'électronégativité de Pauling. Il est dans la colonne des halogènes, tout à fait en haut à droite. Donc on est quasiment à 4. Et là on est sur la couche 2. Voilà, puisque... Ensuite, l'azote. Donc l'azote, toujours sur la couche 2. Et là par contre l'électronégativité, elle est de 3. Donc c'est quand même bien supérieur à 2,20 pour l'atome par rapport à l'atome d'hydrogène. Ensuite, prenons par exemple un autre atome, on va prendre le soufre. Donc, le soufre, vous regardez l'électronégativité de Pauling,
2,58. Vous regardez la position de l'élément soufre. Donc là, c'est un peu plus électronégatif que l'hydrogène. Et le chlore, qui est donc, quand on regarde l'électronégativité de Pauling, à 3,16. Et regardez, c'est principalement ceux qui sont en haut à droite. On va même pouvoir les hiérarchiser. Alors, donc, que faut-il retenir? Alors, pour retenir, ici, ce qu'il faut d'abord bien voir, c'est que vous avez la variation de l'électronégativité qui augmente quand vous allez de gauche à droite et quand vous montez dans la classification périodique. L'électronégativité, c'est une grandeur que nous verrons ultérieurement, qui s'appelle chi, donc le symbole de la grandeur c'est chi, et c'est en 2 bails avec un D majuscule pour le symbole de la grandeur. Donc cela signifie que vous avez tout à fait en bas à gauche le francium et le césium qui sont les moins électronégatifs, et vous avez par contre en haut à droite, tout en haut, par exemple comme le fluor et le chlore, l'oxygène, là, vous avez ces 3-4 là qui seront les plus électronégatifs. Ce que vous devez retenir, c'est savoir où il y a des doublets non liants. Et donc dans quel coin il y a plus d'électronégativité. Donc vous vous rappelez de première colonne 1 électron, deuxième colonne 2 électrons, troisième colonne 3, 4, 5, 6, 7. Et pour la colonne 5, 6 et 7, un doublet non liant, 2 doublets non liants et 3 doublets non liants. Et les atomes les plus électronégatifs, N, O, F et Cl. Essayons maintenant de relier l'électronégativité au doublet non liant et à la géométrie. Vous placez donc d'abord l'élément N, l'azote, le doublet non liant, les 3 électrons, prêts pour les liaisons. Pareil pour l'oxygène, 2 doublets non liants, l'atome d'oxygène et 2 électrons, prêts pour faire des liaisons. L'atome de fluor et l'atome de chlore. Comme ils sont dans la même colonne, je les ai mis l'un en dessous de l'autre. Alors ça, c'est vraiment à savoir par cœur, c'est le nombre de doublets non liants. L'azote 1, l'oxygène 2, le fluor 3 et le chlore 3. On vous demande en chimie souvent d'écrire la formule de Lewis. Donc en premier, ça c'est du par cœur, il faut savoir écrire la formule développée de la molécule, bien que dans certains exercices, on vous demande juste de compléter et de rajouter les doublets non liants sur les atomes concernés. De rajouter donc les doublets non liants aux atomes qui en ont, en pensant à la géométrie. Un doublet non liant, ça repousse les liaisons et c'est volumineux. Donc regardez pour l'éthanol. Donc l'éthanol c'est CH3CH2OH. Donc 2 carbones, on les a mis, 4 liaisons par carbone. Vous rajoutez le OH parce que c'est un alcool. Vous complétez après avec les atomes d'hydrogène. Et là, vous rajoutez, donc vous changez de stylo pour bien les mettre en évidence, les 2 doublets non liants. Et vous voyez que COH est coudé. Ensuite, essayons de l'écrire avec une formule semi-développée. Donc là, ça sera CH3, liaison CH2, liaison OH. Et là, vous rajoutez aussi les 2 doublets non liants. Donc vous voyez que c'est plus facilement en utilisant la formule développée que vous allez voir la géométrie, pas en utilisant la formule semi-développée. Donc maintenant, appliquons tout ce qu'on a vu à l'eau, l'ammoniac et le chlorure d'hydrogène. Acide chlorhydrique en milieu aqueux. Donc l'eau, eau, vous savez que l'atome d'oxygène, 2 doublets non liants, il va faire 2 liaisons, une avec un atome d'hydrogène, l'autre avec le deuxième atome d'hydrogène, d'où la formule H2O. Ensuite, il faut juste préciser que l'angle entre HOH, c'est 109, exactement, c'est 108,9 degrés. Mais c'est super précis. Voilà. Ensuite, maintenant, occupons-nous de l'ammoniac. Donc NH3, N, un doublet non liant et 3 liaisons. Donc 3 électrons pour faire des liaisons. Donc, un qui va être utilisé pour faire des liaisons avec un hydrogène, un second hydrogène et le troisième. Alors là, attention, en réalité, c'est pyramidal, mais on le verra après. Ensuite, vous avez donc le chlorure d'hydrogène, le chlore, 3 doublets non liants, un électron qui va être dans la liaison covalente avec l'atome d'hydrogène.
On dit que la géométrie du corps d'hydrogène est linéaire, c'est une ligne. Les 3 doublés non liants repoussent bien, de toute façon, il n'y a qu'une liaison. Pour l'ammoniac, c'est pyramidal. En réalité, vous avez une liaison qui va vers l'arrière, une qui va vers l'avant. Donc celle qui est dessinée en triangle, elle est vers l'avant. Celle qui est dessinée avec des hachures, et c'est comme ça qu'on va la représenter, c'est elle qui va être vers l'arrière. Voilà. Et l'autre, elle est dans le plan de la feuille. Donc c'est comme ça qu'on donne un petit peu de géométrie. Et après, pour l'eau, on va dire qu'elle est plane parce qu'elle n'est pas linéaire. Donc voilà les 3 géométries, et c'est lié donc au doublet non liant qui repousse les liaisons. Maintenant, essayons de comprendre s'il y a des liaisons hydrogènes à l'état gazeux. Donc vous imaginez des molécules d'eau, et on est à l'état gazeux. Il y en a plein dans l'air. On va d'abord placer en premier les doublets non liants sur les atomes d'oxygène, pour avoir donc ces molécules coudées. Donc on place sur première molécule, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Mais ce qui se passe, c'est que l'état gazeux, il y a une grande agitation thermique. Donc à ce moment-là, les molécules, elles bougent sans arrêt, et il pourra peut-être y avoir une liaison, mais qui va se rompre très facilement. Donc ça, c'est un état gazeux, désordonné totalement. Donc là, maintenant, nous sommes à l'état liquide. L'état liquide, avec nos 5 molécules d'eau, c'est un état liquide, c'est un état qui est quand même compact, mais désordonné. Donc les molécules, elles sont un petit peu attachées entre elles, il va y avoir des liaisons hydrogènes qui vont pouvoir se former. Et donc à ce moment-là, vous allez voir, on va les indiquer en petits pointillés, donc là on change de couleur, pour que vous les voyez bien, et on représente une liaison hydrogène, donc on cherche un atome d'hydrogène qui va pouvoir se retrouver en sandwich entre 2 atomes d'oxygène. Et on part du doublet non liant et on met des petits pointillés vers le H. Donc vous voyez qu'on peut en mettre 1, 2, 3, 4. Là, on va avoir 4 liaisons hydrogènes. C'est pour ça que l'état liquide est particulier. Maintenant, l'état solide. Donc là, de nouveau, on remet les doublets non liants. On les indique sur nos 5 molécules d'eau. Et c'est un état qui est donc compact et ordonné. Donc les molécules vont se placer d'une certaine manière pour faire le maximum de liaisons hydrogènes, quitte à prendre plus de place et à se déplacer. Et à ce moment-là, ça va pouvoir nous permettre d'expliquer pourquoi le volume de la glace est plus important que quand l'eau est à l'état liquide. Donc regardez, là, on va essayer d'en mettre le plus possible. Mais on voit bien que si on pouvait déplacer un tout petit peu les molécules d'eau, on pourra encore en faire plus. Et elles vont se déplacer. Voilà, donc là, vous voyez, on va encore en tracer une. On regarde si on ne peut pas encore en mettre une autre. Parce que là, on peut avec ce doublet non liant, mais là aussi, on peut avec ce doublet non liant. Donc là, ici, ces liaisons hydrogènes vont expliquer la différence de volume pour la glace, donc la différence entre l'eau à l'état solide et liquide. Regardez, en réalité, ça forme une sorte de pentagone. Voilà. C'est un système très particulier. Donc là, on fait encore des recherches. Et à droite, vous voyez l'état liquide. Et au milieu, donc on a placé ces charges partielles, donc ça, je vais vous expliquer, qui montrent que quand vous avez un plus, c'est que l'électron s'est un peu éloigné. Quand il y a un moins, c'est que les électrons de la liaison sont plutôt vers l'atome. Donc nous, c'est vers l'atome d'oxygène. Donc maintenant, comment comprendre les interactions et comment arriver à les relier et à voir qu'elles sont responsables de la cohésion des molécules. Donc, je vous ai mis un peu d'humour. C'est le cas particulier de la liaison hydrogène. En réalité, les interactions, donc il y a les interactions électrostatiques, ça en fait partie. Et ce qui se passe, c'est que les interactions, donc liaison hydrogène, qui est un cas particulier, les liaisons de Van der Waals. Alors, moi je mets H-bond, c'est parce que en anglais, bond, ça veut dire liaison. Donc du coup, quand je mets H-bond, c'est liaison hydrogène. Ça s'écrit un peu plus vite. Voilà. Alors, les liaisons inter- et intramoléculaires. Donc nous, au niveau des intermoléculaires, quand vous avez des liaisons hydrogènes entre elles, ça va assurer la cohésion de la glace, comme on l'a vu dans le système pentagonal avant. Mais dans le liquide,
la liaison hydrogène, elle va être responsable d'une température d'ébullition plus élevée que prévu, car il faut de l'énergie pour rompre cette liaison. Regardez les valeurs, vous êtes à 100 degrés pour l'eau, alors que par exemple pour sulfure d'hydrogène H2S, vous êtes en dessous de 0. Voilà. Pareil pour l'ammoniac. Donc dans ces cas-là, c'est uniquement la liaison hydrogène qui va l'expliquer. Bon, juste un petit rappel, l'ébullition, qu'on appelle aussi vaporisation, c'est le terme plus scientifique, c'est donc bien le passage de l'état liquide à l'état gazeux. On fait bouillir de l'eau. Maintenant, étudions le cas d'un alcool, par exemple l'éthanol. Donc, on se rappelle que l'éthane, c'est 2 carbones. Donc, l'éthanol, si on l'écrit en formule semi-développée, CH3, liaison CH2, liaison OH. Donc là, on va respecter le fait qu'il y ait 2 doublets qui repoussent les liaisons, donc carbone-oxygène et oxygène-hydrogène. Mettons notre éthanol face à une autre molécule d'éthanol. Donc là, bon, je dessine aussi comme je peux. Et là, vous voyez qu'on va pouvoir faire une liaison hydrogène entre ces 2 molécules. Donc, l'atome d'oxygène d'une molécule d'éthanol et l'atome d'hydrogène d'une autre molécule d'éthanol. Et ça va donner des propriétés caractéristiques. Ça s'appelle une liaison intermoléculaire. Et la caractéristique, on l'a vu donc dans un exercice, c'est l'influence sur un spectre infrarouge. Le cas de l'éthanol, quand vous regardez à gauche, vous voyez que vous avez une grosse bande. Et cette grosse bande, que vous ne retrouvez pas à droite. Vous avez par contre, entre la gauche et la droite, là, cette petite bande-là, qui est plus petite, donc qui est fine, alors que l'autre est large et intense, tandis que là, elle est fine et moyenne. Et ces 2 bandes, donc la bande que j'ai surlignée en vert, ça correspond à l'atome, donc au groupe hydroxyle lié avec d'autres, donc aux liaisons hydrogène, alors que l'autre, c'est le groupe hydroxyle libre. Et ça, c'est caractéristique. Donc, dans l'exercice, on vous demandait de savoir quel était le spectre qui correspondait à une phase liquide ou une phase gazeuse. La réponse est en train de s'afficher. Celui de gauche, c'est la phase liquide, à cause des liaisons hydrogène. Maintenant, faisons un petit rappel. Donc, nous avons vu les 2 principaux types de liaisons. Il y a la liaison chimique forte, là, dite covalente, c'est-à-dire quand on met en commun 2 électrons qui viennent chacun de 2 atomes, on dit aussi doublet liant. Et vous avez les liaisons non covalentes, donc dites faibles, parce que moins fortes que les autres, qui sont plutôt de nature électrostatique. La liaison ionique, par exemple dans le chlorure de sodium, que vous avez vu en enseignement scientifique, la liaison hydrogène qu'on vient de voir maintenant, et les liaisons intermoléculaires faibles, mais on en parlera plus tard. Il y a inter, mais aussi intra. Intra, ça, pareil, ça pourra expliquer une température d'ébullition, enfin une température de changement d'état différente. Donc là, voilà, la liaison hydrogène. On la représente à l'aide de petits pointillés. Donc vous positionnez bien les doublets non liants, et vous montrez que vous avez bien l'atome d'hydrogène qui est pris en sandwich. Donc, encore un petit rappel, donc les liaisons non covalentes. Donc, les liaisons intermoléculaires, elles sont moins fortes que les liaisons covalentes. Ce sont des liaisons électrostatiques entre 2 espèces chimiques, entre 2 atomes provenant chacun d'une espèce chimique. Une des plus remarquables, c'est la liaison hydrogène, que vous avez à l'écran, et des plus fortes. Elle concerne un atome d'hydrogène. Il y a un atome ayant un fort pouvoir à attirer les électrons, électronégatifs en haut à droite dans la classification périodique, et un atome électronégatif appartenant à une autre molécule. Je vous ai marqué après à droite parce que quand vous voyez le delta, c'est un delta minuscule, c'est ce qu'on appelle une charge partielle, c'est pour montrer où vont plutôt aller les électrons. Donc on met un delta plus pour dire que les électrons, étant un peu partis, ils se sont un peu déplacés, un peu éloignés, alors qu'on mettra un delta moins s'ils sont plutôt proches de l'élément, ce qui est le cas pour le chlore. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la liaison hydrogène, vous avez un atome électronégatif, avec une liaison avec un atome d'hydrogène, pas d'atome d'hydrogène, pas de liaison hydrogène, et qui, grâce à des doublets non liants, va pouvoir être en contact avec un autre atome électronégatif, et on met des pointillés. Ça va expliquer les températures de changement d'état, il va y avoir des bandes caractéristiques dans le spectre infrarouge, et ça va expliquer la miscibilité entre l'huile et l'eau, pas de liaison hydrogène, et les variations de volume. Par exemple, le cas de l'eau et de l'éthanol,
Quand vous faites 20 ml d'eau avec 20 ml d'éthanol, ça ne fait pas 40 ml, ça en fait plutôt 39. Voilà. Mais c'est ces liaisons hydrogènes qui vont se former, qui vont diminuer le volume. Et la miscibilité, c'est des liaisons hydrogènes qui vont se faire si c'est miscible. Donc maintenant, on va aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on va parler des autres liaisons faibles. Donc c'est principalement celles qui ont été étudiées par Johannes van der Waals, qui étaient pour expliquer uniquement des observations, des problèmes de température qu'on n'arrivait pas à trouver logiques. Rappelez-vous, quand on a fait par exemple pour le chlorure de sodium, on avait parlé de la force électrostatique, donc K qui est égal aussi à 1 sur 4 pi epsilon 0. On multiplie la charge de l'élément A, multiplié par la charge de l'élément B, divisé par la distance, par exemple pour Q de NaCl, de Na+, et Q de Cl-. Et on divise par la distance au carré, en mètres. Et là, j'insiste, c'est une force, donc c'est en newton. C'est une force électrostatique. Et ce qui se passe, c'est par exemple les interactions de Van der Waals, que ce soit les interactions de London ou de Kissom, on n'est pas en D au carré, mais c'est puissance 7. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment de liaisons faibles. Elles sont très faibles, alors que ce n'est pas le cas de la liaison hydrogène. Donc cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez enfin compris ce que c'est que la liaison hydrogène. Voilà la bibliographie et je vous dis à bientôt.